Pour ouvrir cette journée, je voudrais en premier lieu remercier le président Wade d'avoir proposé l'organisation de cette conférence en France. Je remercie également le gouvernement français d'avoir accepté la candidature de notre ville pour organiser cette rencontre et d'avoir invité, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, les différents acteurs de la lutte contre la fracture numérique à se rassembler aujourd'hui à Lyon. Vous êtes venus à Lyon pour nous proposer d'agir ensemble pour que l'Afrique participe, elle aussi, à la société de l'information. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative, avec la République du Sénégal et la ville de Genève, de poser les fondations d'une nouvelle forme de coopération entre ceux qui accèdent à l'information et ceux qui en sont privés. Nous avons associé à cette démarche une grande diversité d'acteurs, États, collectivités locales, organisations internationales et entreprises. En 3 ans, 23 autres membres nous ont rejoints et 135 pays se sont réunis autour de cette idée de la solidarité numérique. Vous êtes aujourd'hui près de 300 experts rassemblés à Lyon. Nous allons mettre en commun nos réflexions, nos expériences sur 4 grands sujets que nous avons voulu aborder en priorité. Tout d'abord, la télésanté, l'éducation numérique, le recyclage du matériel informatique et la connectivité des zones enclavées. La solidarité numérique, c'est à la fois la solidarité pour le numérique, mais c'est aussi la solidarité par le numérique. On connaît l'importance de la révolution numérique dans tous les domaines. L'éducation, la santé, les ateliers l'évoqueront au cours de cette journée. Sur le plan aussi de l'économie, du développement social, sur le plan artistique et culturel pour la défense et la valorisation de la diversité culturelle, sans oublier la promotion de la démocratie et des valeurs de citoyenneté. Et notre région Rhône-Alpes a accompagné, avec Lyon et le Grand Lyon, a accompagné cette initiative avec détermination dans le cadre du sommet mondial des villes et des pouvoirs locaux sur la société de l'information, puis du sommet de Genève. Je crois qu'il faut valoriser les synergies entre la solidarité numérique et les expertises régionales et locales en matière de coopération décentralisée pour promouvoir ce développement équitable, durable et solidaire que nous souhaitons tous. Nous devons nous engager pour la préservation et le partage des ressources, de toutes les ressources, qu'elles soient les ressources naturelles ou les ressources technologiques, afin de participer à la construction d'un humanisme de paix. C'est là aussi que la solidarité numérique a un rôle fondamental à jouer. Je pense que cette conférence en sera une très belle illustration. Cette manifestation s'inscrit également dans un agenda particulièrement riche dans ces domaines pour la présidence française de l'Union européenne. Elle intervient à quelques jours du Conseil de ministres de l'Union européenne, ce jeudi 27 novembre, à l'occasion duquel je présiderai un débat sur l'opportunité d'inclure ou non l'Internet haut débit dans le service universel. Et pour avoir participé il y a quelques semaines à Séoul à la conférence des ministres de l'Internet de l'OCDE, nous nous sommes aperçus combien nous convergions sur l'idée que l'Internet haut débit doit devenir, comme l'eau, comme l'électricité, une espèce de commodité essentielle, indispensable au développement de nos concitoyens. La conférence de Lyon nous offre la possibilité d'élargir le socle des partenaires engagés dans cette démarche de solidarité numérique.
Je souhaite donc que cette manifestation soit une étape décisive pour les acteurs de la solidarité numérique, en permettant de redéfinir et de mieux préciser les enjeux et les modes de collaboration innovants qui devront être mis en place à l'avenir. Nous allons proposer des mécanismes de financement innovants. Nous allons mobiliser tous les acteurs de la solidarité numérique de façon permanente au travers de ce réseau qui va naître ici à Lyon, le réseau permanent des acteurs de la solidarité numérique. Et puis nous allons aussi, Monsieur le maire en a dit un mot, mieux structurer les organisations, le FSN, l'Agence de solidarité numérique, pour nous adapter le mieux possible à cette nouvelle étape qui va s'ouvrir devant nous. Nous avons des bons signes aujourd'hui. L'Afrique, pour la première fois, a été en tête dans des indicateurs économiques positifs. Du point de vue taux de croissance du mobile, l'Afrique a été en tête selon les statistiques de l'Union africaine et l'Union internationale des télécommunications. L'Afrique a été en tête 3 années de suite du point de vue croissance. Nous sommes très heureux de voir une Afrique où les dirigeants africains prennent leurs responsabilités et mettent des objectifs. La solidarité numérique est peut-être trop simple dans notre entendement. Peut-être trop simple, et je souhaitais que vous nous suiviez dans cette direction. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit donc de brancher l'Afrique, de brancher les élèves, les étudiants, les universités, les fonctionnaires, les enseignants, le secteur privé. Pourquoi? Parce que la connaissance, toutes les connaissances, à peu près, sont dans l'Internet. Cela leur permet d'aller y puiser les connaissances, individuellement ou collectivement. Toutes les universités de Dakar, aujourd'hui, sont branchées sur l'Internet. Nous pratiquons l'enseignement à distance. Nos étudiants peuvent consulter n'importe quelle bibliothèque, enfin, des pays qui sont connectés avec le Sénégal. C'est cette révolution qu'il faut réaliser. Alors je terminerai tout en félicitant la France et en félicitant la ville de Lyon par lancer un appel aux États européens en leur disant « Venez nous rejoindre dans le fonds de solidarité numérique qui va permettre à l'Afrique de se connecter et aux Africains de se former, de s'auto-former pour entrer dans l'ère de l'information et dans l'ère de la civilisation moderne, puisque le numérique va permettre dans tous les secteurs aux Africains de gagner du terrain, de combattre les différentiels qui nous séparent des pays développés. Je vous remercie de votre attention. Mais il était vraiment très important, pour moi en tout cas, de venir avec vous parler de cette solidarité numérique. Et féliciter une fois de plus le président Wade pour avoir été dynamisant, pour avoir été non seulement en tête de ces perspectives, mais d'y avoir participé avec tout son poids, avec ce que représente le Sénégal. Je sais qu'Alain, ce matin, a parlé de l'approche réelle de ces projets, passer à l'acte dans les domaines très précis de l'éducation certainement et de la médecine. Et ça, je crois que ça ira très vite, beaucoup plus vite que vous le pensez. Ben, je vous assure, en Afrique en particulier, avec ce fonds de solidarité numérique et surtout avec les projets que vous allez mettre en œuvre, et Gabi, on a déjà l'expérience, je pense que nous allons être très heureusement surpris par les performances de nos amis, et bientôt c'est eux qui nous donneront des leçons sur leur computer, sur les tableaux blancs, en numérique. C'est eux qui nous donneront l'espoir, et finalement, nous, les pays riches un peu en difficulté, beaucoup en difficulté, nous avons besoin d'eux et nous avons besoin de cet espoir. Merci beaucoup.
l'arrivée du numérique peut être deux choses. Le rêve d'un ordinateur pour tous, même à prix cassé, pour moi c'est de la folie. C'est le numérique sous forme qu'on a présenté, le tableau interactif, c'est-à-dire le numérique collectif. Il y a un ordinateur, on travaille avec ça. On a Internet ou pas Internet, on peut avoir des sources de documentation fantastiques. S'il n'y a pas de livre en Afrique, le maître n'en a pratiquement pas, les élèves non plus. Là, avec ça, on peut projeter des tas de choses et on peut les commenter, on peut écrire, c'est ça qui est important. C'est pas seulement un écran où on projette des choses, c'est quelque chose, on a projeté, je l'ai dit tout à l'heure par exemple, on fait des photos de tout le village, avec un petit appareil numérique, on le met sur le disque dur, on le projette, et avec un site, on fait des commentaires, et en langue maternelle. On s'aperçoit qu'avec l'outil numérique, on peut démultiplier nos capacités de partenariat. C'est une façon, quand on fait par exemple de la formation dans des pays en développement, utiliser l'outil numérique permet d'aller plus vite dans les enseignements. Ça n'enlève pas effectivement le rapport humain qui est toujours indispensable. Donc nous voyons que le numérique est un moyen de renforcer les partenariats. Alors chez Catel-Lucent, nous avons créé il y a déjà quelques années une initiative qui s'appelle Digital Bridge, qui veut dire en français combler le fossé numérique, qui est destinée à monter des projets pilotes dans des zones peu ou pas desservies pour des populations défavorisées. Donc c'est vrai que ça s'adresse beaucoup aux pays émergents et aux zones rurales, mais finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les zones rurales qui malheureusement ne sont pas connectées, il y a également des zones suburbaines et parfois urbaines, ça dépend un peu de du marché. Voilà, vous parliez d'Orange à l'instant, il y a un représentant de cette société est à vos côtés, Marc Renard. Voilà une entreprise qui est également très impliquée, notamment en Afrique, si je ne m'abuse. Dites-nous d'ailleurs quels sont les principaux projets auxquels Orange est associé en Afrique. Je pense à un programme comme Oryx. Oui, Oryx est un des programmes. Je dirige effectivement l'ensemble de l'international du groupe Orange et principalement dans les pays africains du Moyen-Orient et d'Asie. Nous sommes présents dans 15 pays d'Afrique. Nous avons largement, comme nos compétiteurs, contribué au développement du mobile, de ce formidable boom du mobile sur la voix principalement. Et nos prochains paradigmes, pour employer l'expression de quelqu'un qui s'est exprimé avant moi, ce sera dans l'ordre d'achever la couverture du rural, car il nous paraît important de ne pas concentrer les efforts uniquement sur les grandes villes et les métropoles, et d'autre part, dans un second temps, même si nous avons déjà commencé, d'accélérer le développement du broadband, de l'Internet, ce qu'on appelle l'Internet au début. Peut-être un exemple de partenariat réussi, justement, il concerne le domaine de la santé, de la médecine, et c'est un petit sujet préparé par l'Agence mondiale de solidarité numérique. L'usage du numérique est particulièrement riche de promesses pour le secteur de la santé, pour lequel l'accès à l'information constitue bien souvent une donnée vitale. Les technologies de l'information sont un atout important pour améliorer les services médicaux auprès des populations éloignées des principales infrastructures de santé situées dans les capitales. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas suffisamment de radiologues pour tous les hôpitaux et la plupart des radiologues sont à Bamako. Donc on s'est dit, bon, avec l'outil informatique et Internet, les spécialistes de Bamako peuvent bien venir en aide aux médecins qui travaillent dans les régions. Je vais dans mon bureau, je me connecte à Internet, je récupère l'image et je fais la lecture et je leur envoie la réponse. C'est vraiment instantané. Échange d'informations médicales, formation des personnels de santé, télédiagnostic. L'usage du numérique trouve des applications très concrètes, notamment pour les soins de santé primaire avec l'usage du téléphone portable, un outil devenu courant dans nombre de pays, pour le recueil d'informations de santé sur les enfants en bas âge.
Une dernière question pour Cécile Molinier du PNUD, puisque ce matin on évoquait cette idée d'un forum mondial, évoqué ce matin par Gérard Collomb, qui sera aussi évoqué tout à l'heure en conférence de presse par Alain Madelin. Qu'est-ce que vous en pensez? Un forum mondial qui pourrait, pour être très concret, prendre la forme d'une rencontre annuelle, réunion thématique également, et puis d'un site internet dédié pour fédérer les initiatives, les énergies. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, moi je pense que c'est une illustration très concrète de ce partenariat multi-acteurs. Je vois ça comme une plateforme d'échange de connaissances, de bonnes pratiques et un moyen de maintenir, disons, des réseaux extrêmement actifs. Je pense que le type de participation que nous voyons aujourd'hui, l'énergie qui se dégage des débats et des différents acteurs, devrait être pérennisée. Et je crois qu'il est important aussi que ça soit focalisé donc, selon certains thèmes et que l'on n'oublie pas que l'objectif commun ultime, c'est de contribuer de façon concrète à améliorer les conditions de vie des plus déshérités et des plus pauvres. Donc toujours une perspective de solidarité qui doit être fortement réaffirmée, en particulier maintenant, quand malheureusement on voit les préoccupations à court terme qui pourraient peut-être prendre le pas sur des préoccupations à moyen et long terme. Jean-Éric Aubert, sur cette question de fond, donc, qui est celle de l'énergie, peut-être? C'est pas seulement celle de l'énergie, c'est toute la problématique de savoir comment on positionne le numérique par rapport au reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement possible s'il n'y a pas une approche, comme on dit, holistique. C'est-à-dire vous allez devoir vous occuper aussi des questions d'éducation, vous allez devoir vous occuper un peu quand même du climat des investissements, donc des réglementations, vous allez devoir vous occuper aussi de la lutte contre la corruption quand vous faites certains projets, etc. Donc l'énergie est à prendre en considération, comme est à prendre en considération l'ensemble de la politique, de la stratégie de développement. Et c'est ça aujourd'hui, ce que sont aujourd'hui les stratégies de développement un peu avancées. Elle se positionne dans l'idée que oui, il faut utiliser la connaissance, l'information, le numérique, mais dans une perspective holistique. Madame Andreotti, chez Intel, d'abord, est-ce que les obstacles qu'on a évoqués, vous les rencontrez? Et peut-être qu'on peut passer, puisqu'il reste 10 minutes pour ce débat, aux solutions, à la façon dont vous envisagez la meilleure façon de réaliser un partenariat. Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Oui, alors moi ce que je voulais rajouter, et je crois que ça a été aussi abordé ce matin dans les conférences auxquelles j'ai assisté, c'est qu'il est important d'utiliser les compétences locales, parce qu'autrement on ne peut pas téléporter comme ça un projet de bout en blanc. Donc ce que je voulais... Vous avez cité... J'ai un exemple voilà, que je voulais citer. On a travaillé de façon très étroite avec le gouvernement portugais sur la mise en place de tout un programme pour équiper les écoles primaires. C'est 500 millions d'ordinateurs. 500 000 pour démarrer. 500 millions, ça serait super. Après. Après. Ils ont, justement, on a travaillé, mais c'est un projet qui a été d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est pas simplement pouvoir disposer d'ordinateurs, travailler avec les opérateurs, c'est travailler sur la formation des enseignants, sur le contenu local, avec des sociétés locales, avec un intégrateur local aussi qui a fabriqué l'ordinateur. Et ce projet, on a pu donc le faire dans un pays qui est quand même, le Portugal, qui est un pays mature, et on a pu, donc en le faisant d'un pays mature, pouvoir après l'apporter au Venezuela, dans un pays qui est beaucoup plus immature. Et je pense que le succès aussi, c'est des fois de pouvoir commencer dans un pays mature et de pouvoir exporter ça dans un pays émergent, ce qui est plus facile. Parce que des fois, tout démarrer dans un pays émergent, c'est extrêmement compliqué. Mature économiquement, bien sûr, personne ne veut dire que le Venezuela est un pays immature. Je vous le disais, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le financement au sens strict qui compte. D'autres ressources peuvent être utilisées, comme les contenus éducatifs ou informatifs, qui peuvent être mis à disposition des populations visées. Avant de passer à ce débat proprement dit, on va regarder un petit film très court, Télémigrants, qui illustre cette problématique, un film réalisé par plusieurs partenaires. Regardez. À un moment où on parle de financement innovant pour le développement, là on a un exemple typique d'un projet qui est duplicable, qui s'autofinance grâce au numérique. Grâce à Internet, aujourd'hui, on peut faire l'économie de certains intermédiaires. Donc on a des diasporas en France qui, en économisant sur les transferts d'argent par rapport au paiement de services, finalement arrivent à financer petit à petit la connectivité de leur village d'origine. L'UNFM a mis en place, en coordination avec le RAFT, le réseau suisse africain
de télémédecine en Afrique francophone, un certain nombre de centres dans différents pays d'Afrique francophone. Et donc, cette expérience est mise au service du programme Télémigrants, puisque notre vocation, c'est tout de même d'apporter une meilleure santé aux populations. Que les élèves de Yélimane, de Kertsingane soient connectés aux écoles de France, que les hôpitaux de Yélimane et de Kertsingane soient connectés aux écoles aux hôpitaux de France, par le biais de la télémédecine, c'est des avancées que nous, on ne peut pas estimer. Dans les régions concernées où le satellite est nécessaire, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure terrestre, nous sommes en mesure d'identifier, de comparer et d'évaluer les différentes offres satellites sur une région concernée. Cette expertise technique qui permettra d'évaluer la meilleure offre possible servira le modèle économique du programme Télémigrants. Il y a aujourd'hui 4 millions de Maliens vivant à l'extérieur du pays sur un total de 13,5 millions d'habitants. Ces 4 millions de Maliens jouent un rôle essentiel dans l'économie du pays, 10% du PIB. Ce projet est particulièrement intéressant à suivre car s'il apporte une solution au problème du financement de ces infrastructures, il ouvre des portes immenses d'espoir. Voilà, vous venez de le voir dans ce film particulièrement intéressant. Il existe donc différentes façons de réduire la fracture numérique, différentes solutions de financement et de ressources. Quelles sont toutes ces solutions aujourd'hui? Est-ce qu'il est difficile de les mettre en œuvre, certaines par rapport à d'autres? Certaines sont peut-être plus efficaces d'ailleurs que d'autres. Quelles nouvelles solutions aussi inventées, envisagées aujourd'hui? Eh bien voilà le thème de notre deuxième débat de cet après-midi. Bon, maintenant on va les détailler un petit peu et je vais vous demander à tous ce que vous en pensez, puisqu'effectivement différents modes de financement et de ressources sont en compétition, en concurrence, ou peut-être complémentaires. Ça, c'est à vous de me le dire, Monsieur Clerc. Ce 1% de solidarité numérique a pour but d'assurer de manière pérenne, à côté des autres mécanismes évidemment, d'assurer de manière pérenne le financement de la fracture numérique. Mais vous êtes optimiste quant à son application à d'autres villes, d'autres pays qui peuvent la considérer comme une taxe supplémentaire? Absolument, je suis très optimiste. Encore une fois, on a obtenu en très très peu de temps un résultat majeur et aujourd'hui, il faut transformer cet effort et puis l'appliquer. Et l'application de ce principe est sans autre possible, on vient de l'entendre à travers les mots prononcés par le professeur Weber. Il suffit maintenant d'avoir la volonté politique dans les villes, dans les entreprises, dans les collectivités locales pour le mettre en œuvre. Arnaud Poissonnier, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez une autre solution, peut-être plus proche des populations sur place? Oui, effectivement, Babylone est un site internet qui permet aujourd'hui à tout un chacun, à vous, à nous, aux internautes, de se transformer en banquier solidaire. Babylone est le premier site de peer-to-peer lending, dans le jargon, c'est-à-dire le premier site français internet de micro-prêt solidaire qui permet aux internautes de parrainer, de venir parrainer directement un bénéficiaire de microcrédit dans les pays du Sud, dans les pays en développement, non pas en lui donnant de l'argent, ce qui est le rapport classique de l'argent à l'aide, on va dire, mais en lui prêtant sous un pied d'égalité, on va dire. Je prête de l'argent à un bénéficiaire de microcrédit, c'est une ressource pour le bénéficiaire de microcrédit, et il va me rembourser. Donc on est bien effectivement dans l'apport du numérique qui rapproche les univers entre le bienfaiteur et le projet, et puis surtout le fait en plus de cette histoire qu'on va pouvoir accompagner, de pouvoir le faire en mode prêt. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques semaines de ça, 2 internautes ont financé une Cambodgienne qui avait proposé, qui avait fait remonter par l'intermédiaire de son institution de microfinance sur le site, avait fait remonter son histoire. Donc sur le site, on trouvait sa photo. Et son histoire, c'est tout simplement que cette petite Cambodgienne à Phnom Penh tient une petite carriole de vente de bonbons à la sortie des écoles et avait besoin d'un micro-prêt de 100 € pour s'acheter une carriole un peu plus grande, à hauteur de, je ne sais pas, 70 ou 80 €, et pour 20 ou 30 € d'augmenter son fonds de roulement de bonbons, donc son stock de bonbons pour aller les vendre à la sortie de l'école. Et donc l'Institut de microfinance a remonté sur le dossier sur le site et 2 internautes sont venus chacun prêter 50 € pour financer cette personne qui a reçu cet argent et qui a pu, grâce à Babylone, développer son activité. Que les projets soient petits ou qu'ils soient très importants, de toute façon, de mon point de vue,
on ne peut pas discuter d'argent si en face il n'y a pas un projet qui a identifié ses besoins, sa continuité, ses soutiens pour avoir une chance de succès. Et en matière de développement qui s'appuie sur des outils numériques, la problématique va être de donner des moyens sous différentes formes qui peuvent effectivement être du cash, parce qu'on en donne sur un certain nombre de projets, dans des projets à objectifs commerciaux comme dans des projets à but non lucratif. Alors je ne saurais pas dire du matériel parce qu'il s'agit de logiciels, donc du logiciel, ou d'autres apports en produits, mais également de la compétence pour arriver à construire des projets sur le long terme qui aboutissent, alors ça aussi c'est quelque chose qui est très important pour nous, qui aboutissent finalement à un cercle vertueux d'écosystèmes. Pour nous, ces éléments-là sont extrêmement importants, c'est pour ça qu'on a calé un peu l'ensemble de nos programmes en la matière sur le terme Unlimited Potential, potentiel illimité, et comment en fait, à travers un projet de départ, on est à l'origine de développement, à travers un pilote, on peut être à l'origine d'un développement beaucoup plus important et étendu sur le temps. Un cercle vertueux, en fait. Un cercle vertueux, exactement. Leïla Khayat, il y a une étude, une étude internationale même, qui a récemment montré que les pays en voie de développement qui s'en sortaient, entre guillemets, si je peux utiliser cette expression, misaient sur 3 critères: l'éducation, la santé et le rôle des femmes. Alors vous qui dirigez l'Association mondiale des femmes chefs d'entreprise, pouvez-vous nous expliquer en quoi le rôle des femmes est moteur dans ces pays en voie de développement? Pour vous parler un petit peu de l'entrepreneuriat féminin et plus précisément de l'Organisation mondiale des femmes chefs d'entreprise, notre slogan, notre credo, c'est justement la solidarité agissante. Et tout à l'heure, le président Wade a dit une expression qui est tout à fait vraie et c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, c'est fini les conférences, il est temps d'agir concrètement. Et les femmes chefs d'entreprise mondiales, c'est un réseau qui est réparti dans les 5 continents. Nous comptons plus de 3 millions de membres, de femmes chefs d'entreprise dans de grosses entreprises ou des entreprises plus petites, des micro-entreprises établies en Afrique, en Asie, en Amérique latine, aux USA, au Canada. Donc c'est un réseau vraiment mondial. La femme, nous considérons comme étant privilégiée et nous mettons notre savoir-faire, notre temps et notre énergie au service de celles qui sont moins chanceuses que nous et qui se battent aujourd'hui, qu'elles soient en Afrique ou qu'elles soient dans les autres coins du monde. Nous sommes ensemble pour les aider à émerger, à s'émanciper par l'économie, par la culture, par l'éducation. On a passé à l'instant en revue toute une série de dispositifs, hein, vous l'avez vu, entendu, déjà existants en matière de financement et de ressources. Alors évidemment, aujourd'hui, maintenant, on peut en inventer de nouvelles. Jacques Séguéla, justement, je crois que cet après-midi, vous avez, en matière de financement et de ressources, une nouvelle proposition à faire. Quelle est-elle? Nous vivons la 3e révolution de notre ère de modernité avancée. La première révolution a été la révolution du 19e siècle, qui a été la révolution marchande, qui a fait la fortune de l'Angleterre. Puis le 20e siècle a été la révolution industrielle, qui a fait la fortune de la France, de l'Europe, puis de l'Amérique, puis du Japon. Et nous vivons une 3e révolution, qui est la révolution industrielle, celle de l'ordinateur roi. Et personne ne sait d'ailleurs qui sera le vrai bénéficiaire de cette révolution. Et nous pouvons faire qu'au lieu que ce soit toujours le Nord, pour une fois, ce soit le Sud. J'ai déjà écrit il y a plus de 20 ans que j'étais persuadé que l'Afrique serait le continent de la fin du XXIe siècle et serait le continent du XXIIe siècle. C'est à nous qu'appartient aujourd'hui de leur donner cette chance. Si nous ne leur donnons pas cette chance, il n'y aura pas de XXIe siècle heureux. Et justement, la révolution de l'informatique et du numérique peut nous permettre de le faire. Parce que pour la première fois dans le monde, existe un moyen qui relie tous les hommes avec les autres hommes. Et ce n'est pas simplement un moyen de communication, c'est un moyen d'échange et c'est un moyen de création de valeur à tous les niveaux. C'est un moyen d'information et c'est un moyen d'éducation. Jamais l'homme n'a eu à sa disposition une telle révolution. Donc j'ai simplement proposé l'idée de créer un Webéto.
c'est-à-dire d'appliquer les règles du Téléthon, de ce don magnifique du Téléthon, au web et d'en faire une opération mondiale. 48 heures de spectacle ininterrompu à travers le monde sur le net. Une sorte de tour du monde d'une jour et d'une nuit, de créativité, d'interactivité et de solidarité, où tous les acteurs, que ce soit les acteurs économiques, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs tout court, que ce soit les sportifs, viennent en 30 secondes, en 1 minute, apporter leurs connaissances, leurs numéros, leurs chants, leur musique, leurs idées à la cause et fassent un spectacle fantastique où aussi, évidemment, tous les internautes qui s'y préparaient, comme c'est le cas du Téléthon, épousent une cause numérique dans le monde et viennent se faire les apôtres de cette cause, pour que l'on puisse multiplier comme ça à l'infini les relais d'opinion et que le monde entier, pendant 48 heures, se mobilise. Nous allons figer et mondialiser sur le média du futur qui est le net, la solidarité mondiale par le clic numérique. Écoutons donc sur cette question le président d'United et le secrétaire général adjoint de l'ONU également, Philippe Douste-Blazy. Nous vivons une crise financière, une crise bancaire, et très vite, on le verra, une crise économique pour nos pays. Malgré ce que l'on me dit, je crains que l'aide publique au développement ne baisse. Et donc, à Doha, dans quelques jours, après ce G20 de Washington, où il n'y avait même pas un président de l'Union africaine, eh bien, ce sera l'occasion de défendre cette aide au développement. L'idée que vous soutenez, l'idée que je soutiens, qu'une micro-contribution volontaire peut être la clé. Vous, comme nous, avons pensé au numérique. Je pense que les nouvelles technologies de l'information, qui sont évidemment importantes, Alain Madelin le sait mieux que personne, pour l'éducation, pour permettre de transmettre le savoir, la connaissance au monde entier, eh bien, ces outils sont aussi importants pour permettre la mondialisation équitable, cette fois-ci. La mondialisation solidaire, cette fois-ci. Et non pas une mondialisation qui aboutit à 2 mondes, l'un très riche et l'autre très, très pauvre. J'ai envie de dire, il est minuit moins 5, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pour ça que je m'associe totalement à ces 2 idées que nous défendons tous les deux. Vous vous dites, achetons du numérique. Quand on achète du numérique, on peut donner une partie aussi pour pouvoir donner du numérique à ceux qui n'en ont pas. Et c'est vrai que cette fracture numérique est scandaleuse. Et je ferai tout pour vous aider comme secrétaire général adjoint des Nations Unies avec le secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Nous ferons tout pour vous aider sur cette magnifique idée. Et je vois avec plaisir que certaines villes, comme Lyon, certains pays comme la France, sont déjà aux avant-gardes. Moi, je vous propose que l'on s'associe dans cette solidarité mondiale, que l'on montre aux gens qu'il peut y avoir de nouvelles voies pour financer. Autrement dit, créer ensemble, vous et nous, un mouvement citoyen mondial de solidarité. Quelques mots donc à Sarbulankan. Merci beaucoup. Alors je vais essayer de parler en anglais si vous êtes d'accord avec moi. Si l'on considère la déclaration des objectifs du millénaire, il faut réellement promouvoir la tolérance, la solidarité, les droits de l'homme et la coopération internationale. Et si nous sommes en mesure de réunir ces valeurs clés et si nous pouvons aborder la question du financement, nous serons en mesure de surmonter tout problème dans le monde, pas simplement la crise financière, mais nous pourrons réellement créer une société de l'information fondée sur l'équité et sur la tolérance. Donc voilà un message d'espoir. Il faut réellement suivre cela d'une manière pragmatique et structurée. Très sincèrement, les collectivités locales sont le niveau le plus pertinent. Moi, je vois 2 choses d'abord. Le Global Cities Dialogue, notre ami en fait partie, c'est à peu près 200 élus locaux qui décident que les nouvelles technologies doivent permettre de réduire la fracture numérique dont vous parliez. Deuxièmement, donc c'est une façon de s'apprivoiser, de se rencontrer. Et pour des villes d'Afrique, c'est important d'être présent
avec les plus grandes villes du monde, en numérique, pas forcément en économie ou en richesse. Et puis deuxièmement, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, j'ai pu cette fois, en tant que président d'un syndicat intercommunal d'eau, lancer le centime pour le tiers-monde. Sur les factures d'eau, on prend 1 centime du mètre cube et on le consacre au tiers-monde. Et enfin, eh bien, nous avons pu faire adopter une loi à l'Assemblée, à l'unanimité, c'est très rare, hein, par l'Assemblée et le Sénat bien sûr, qui permet aujourd'hui à tous les services d'eau de consacrer 1% de leur budget de fonctionnement à des aides aux autres pays, et ça fait des sommes gigantesques. On pourrait le faire pour le numérique. Emmanuel Dumont, qu'en pensez-vous, vous qui êtes adjoint au maire de Besançon, donc une autre ville? Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, a souhaité très vite qu'on réduise la fracture numérique à la source, donc dans les foyers. Aujourd'hui, on en est à 7000 foyers équipés. Tous les enfants, dès qu'ils mettent le pied en CE2 dans une école de Besançon, se voient attribuer un ordinateur, équipés rigoureusement des mêmes logiciels qu'à l'école, école elle-même équipée de 3 ordinateurs par classe et d'une salle multimédia depuis 1999. Donc aujourd'hui, on a un territoire numérique. Et l'originalité de ce projet repose aussi sur le reconditionnement fait par des travailleurs handicapés. Et c'est complètement modélisable en plus, ce genre d'opération. Ce qui a été fait à Besançon peut se faire ailleurs. On va en parler bientôt, je crois. Si je peux me permettre, allez-y. je pense qu'il y a un élément fondamental, et ça, la diversité des acteurs ici présents le montre, c'est que les infrastructures, c'est important, le numérique, c'est important, mais ce ne sont pas des outils ni des instruments de remplacement des politiques de développement économique et social local. Et donc, je pense qu'il est fondamental que dans ce panel, on repositionne le numérique et l'utilisation des technologies de l'information pour adresser, pour renforcer et pour faire un développement économique et social plus équitable. Donc ça serait quand même intéressant aussi qu'on ait un feedback des gens du terrain à ce niveau-là. Ce petit reportage d'1 minute 30 que je vous ai promis tout à l'heure sur le recyclage, le réemploi des ordinateurs, pour illustrer justement cette initiative commune désormais à Besançon et au Sénégal, on va le regarder tout de suite et on continue notre débat juste après. On donnera la parole notamment à Francisco de la Torre pour nous parler de Malaga en Espagne et de son expérience personnelle. On regarde le reportage. L'envoi massif et incontrôlé des déchets numériques des pays développés affecte dangereusement l'environnement de certains pays du Sud. C'est le cas au Ghana, où des milliers d'écrans ou d'unités centrales exportés en dehors de la légalité comme produits d'occasion finissent leur parcours dans des décharges sauvages. Si le réemploi de matériel informatique peut constituer une solution adaptée pour répondre à l'immense besoin d'équipement des pays les moins avancés, il doit être fait dans le plus strict respect des normes environnementales et doit répondre à un cahier des charges qui garantisse sa réutilisation. La masse d'ordinateurs qui est envoyée ici, ces vieux ordinateurs d'occasion sont foutus, ils sont juste hors d'usage. Pourquoi nous donnerait-on des ordinateurs qui ne fonctionnent pas? Ce sont des déchets, rien de plus. Les gens dans les pays en voie de développement les envoient ici, prétendument pour combler la fracture numérique. Mais en fait, ils créent une nouvelle poubelle numérique. Face à ce nouveau péril qui impacte l'environnement de pays déjà fragilisés, la solution est de promouvoir des filières de réemploi et de recyclage dans le monde entier. Des filières qui peuvent intégrer une dimension sociale supplémentaire par l'insertion de personnes précaires et permettre de combler le fossé numérique en limitant l'impact environnemental des produits informatiques. Nous avons la chance d'avoir le maire de Malaga, ici Francisco de la Torre. Malaga, c'est une ville qui est exactement au sud de l'Espagne, c'est-à-dire au sud de l'Europe, au sud du sud, non? Et juste en face du Maroc, non? Nous sommes voisins, Maroc-Espagne. Si je vous comprends bien, la situation géographique de Malaga, notamment, vous donne envie d'avoir l'ambition d'être ce lien entre le nord et le sud, notamment sur ces questions du numérique, c'est ça? Voilà, nous sommes témoins directs de la nécessité d'agir dans ce sens, et nous avons fait une conférence, un sommet de villes, presque 200 villes, 32 pays. 2 au 3 octobre cette année, il y a une déclaration de Malaga qui s'est apportée ici à la réunion de Lyon comme une contribution où il y a un compromis de travailler dans cette direction toutes les villes. Et nous avons la volonté de faire ces réunions toutes les années, même en octobre toujours, et faire une espèce de secrétariat permanent qui va travailler
dans les fonds, aussi dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, et dans cette direction. Oui, moi je voudrais, c'est au niveau local que se passent les choses. Aussi bien les problèmes de connectivité, les problèmes d'environnement, les problèmes de financement, ça se passe au niveau local. Et nous sommes le maillon le plus proche donc des populations. Nous avons donc non seulement un rôle à jouer, mais de grandes responsabilités à assumer. Monsieur Diop, un mot de conclusion. Oui, moi, un mot de conclusion, c'est j'ai eu la chance ici d'être avec des maires, des élus locaux. Je ne suis pas un élu local, mais je sais qu'aujourd'hui, les 3/4 des dépenses publiques sont assurées par les collectivités locales. Donc les collectivités locales jouent un rôle très important dans le développement économique et social d'une localité. Alors moi, ce que je voudrais ici avec les maires, c'est qu'on essaye, parce que moi je pense que les grands projets ne peuvent pas se réaliser entre deux villes. Je pense que ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place, c'est un consortium de collectivités locales. Avec un consortium de collectivités locales, on peut réaliser des projets que des États ne peuvent pas réaliser. Pour reprendre un slogan qui est devenu très commun ces derniers jours avec l'élection d'Obama, lui, il disait week-end. Je pense qu'avec le panel, c'est we do. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les territoires. Je pense qu'il y a un élément fondamental que les acteurs locaux doivent être au cœur des approches de développement et des stratégies de développement, sans oublier bien sûr une cohérence avec les politiques au niveau national. 3, aujourd'hui les territoires ont la possibilité de devenir un espace de solidarité qui s'exprime réellement dans une solidarité nord-sud, sud-sud, sud-nord également, où par l'attractivité des territoires, on peut éventuellement également arrêter de parler des fuites des cerveaux, mais de retour des cerveaux, soit par rapport à la diaspora ou tout simplement ramener les ressources humaines. La fracture numérique, comme on l'a dit au début, n'est pas un problème nouveau. En fait, c'est le reflet de la fracture sociale et de la fracture économique. Et donc, seules des politiques qui permettront d'adresser le numérique dans ce cadre-là pourront effectivement être efficaces. Et permettez-moi de conclure en citant Saint-Exupéry qui a dit que le futur n'est que du présent à mettre en ordre. Il ne suffit pas de le prévoir, il faut le permettre. Nous sommes en train de mettre au point une journée de la solidarité numérique qui devrait commencer dès les 17 et 18 mai prochains en liaison avec l'Union internationale des télécommunications, et ainsi on aura l'occasion de pouvoir montrer sa solidarité sur le net en cliquant, en allant rejoindre un certain nombre de parrains et de marraines de prestige qui engageront effectivement à ce geste de solidarité numérique avec les pays du Sud. Nous passons de la solidarité numérique, thème de discours généreux, de superbes motions internationales à la solidarité numérique, des projets concrets. Nous avons retenu de cette idée de la solidarité numérique financière. C'est un principe de mobilisation des entreprises. Financement par les organismes internationaux, financement par les pays, à l'exemple des stations de télémédecine, les collectivités locales. À l'exemple du tableau blanc interactif dont nous lançons cette semaine dans quelques jours au Salon de l'éducation et en même temps au Salon des maires, le principe une classe en France équipée, une classe offerte en Afrique. Formidable partenariat avec Amadou Touré et l'Union internationale des télécommunications. Ils avaient une journée, le 17 mai, la journée de la Société mondiale de l'information. On va en faire ensemble une journée mondiale de la solidarité numérique. Les régions, comme les collectivités territoriales, sont des acteurs concrets des politiques de solidarité. L'eau, l'énergie, la formation. Il était fondamental que nous soyons aussi sur ce qui aujourd'hui constitue une fracture supplémentaire et un élément supplémentaire d'inégalité entre les pays, entre les hommes, et donc d'engager des projets concrets. La région Rhône-Alpes est partenaire avec d'autres, à la fois du Fonds de solidarité numérique et de l'Agence, et nous avons parmi nos projets concrets engagé, par exemple, l'équipement informatique des 4 lycées
de Saint-Louis du Sénégal, cher au président Wade. Ce que nous envisageons, ce sont les jumelages entre lycées, des jumelages de lycées numériques. Ça me paraît être une façon, à la fois pour les enseignants qui peuvent travailler sur des projets communs, mais aussi pour les élèves, de vivre ensemble cette dimension du numérique, puisque la relation peut s'établir très directement. Et puis, dans le domaine plus particulièrement de la culture, parce que je pense qu'il est fondamental que le développement d'Internet, de la société numérique, signifie aussi le respect de la diversité culturelle et du patrimoine multiple que peuvent représenter nos différentes sociétés. Je crois à la démonstration de la solidarité par la preuve, par ces micro-projets qui sont appelés à essaimer ensuite dans le cadre d'une conception globale qui est celle de l'agence et du Fonds de solidarité numérique. Un mot sur ce prodigieux projet de la médecine, télémédecine, numérisation, contrôle à distance, diagnostic à distance. Il manque évidemment aussi, c'est la même chose, une petite chaleur humaine, un petit contact, oui, mais quand même, il vient après. Nous l'avons expérimenté dans les régions de France, nous l'avons expérimenté dans des pays de moyen développement. Ça marche très très bien. Cette chaîne qui s'installe avec la télémédecine, on ne peut pas dire patients parce que le mot m'effraie toujours, enfin les personnes malades ou les personnes qui deviendraient malades l'utilisent beaucoup plus humainement, avec beaucoup plus de chaleur qu'on le croit. Moi, je voyais la solidarité d'abord au niveau des pouvoirs locaux, franchement. Je voyais les villes, parce qu'il y a une plus grande accessibilité, il n'y a pas de diplomatie, c'est direct et c'est très simple. Je voyais ça au niveau des entreprises, comme Besançon l'a prouvé, comme AXA l'a prouvé. Je voyais ça au niveau des citoyens. Moi, cette dimension, on l'a occultée. Et moi, j'y crois. Il était question de demander à ceux qui achètent des ordinateurs, voulez-vous participer au fonds de solidarité numérique? Oui, ok, non, c'est terminé. Oui, je donne $1, $2, $3. Nous avons fait l'option de l'informatique. Je consacre 40% de mon budget, du budget de l'État à l'éducation. Seul pays au monde qui le fait. Je recrute 15 000 instituteurs par an. Ils ne sont pas toujours du même niveau. Il n'y a que l'informatique qui peut me permettre de les faire avancer chaque année. Alors, l'argent qu'on va collecter, c'est pour faire quoi? Acheter des ordinateurs neufs, c'est connecter les Africains, c'est participer à la formation en envoyant des formateurs. Donc, je finis par lancer un appel à l'Union européenne, lancer un appel aux États européens pour leur demander de nous rejoindre. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous avons assisté à la naissance d'une nouvelle page de notre civilisation, d'une nouvelle page de notre histoire et d'une nouvelle page de cette rupture qui dure depuis des siècles, que nos aînés n'ont pas su résoudre et que le numérique va nous permettre de résoudre. Éric Besson a dit une chose très simple et très forte. Il a dit « L'Internet à haut débit, c'est une nécessité vitale de l'humanité ». Et la révolution de ce phénomène numérique, c'est que demain, tous les enfants du monde vont être instantanément à égalité de qualité, de puissance, de connaissance que nos gosses de riches qui, sans s'en apercevoir, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, sont gratuitement élevés par l'État avec tous les moyens de la technologie. Et comme cette révolution doit se faire aussi chez nous, parce que nous avons encore 50 ans de retard dans notre éducation et que nous devons entrer dans l'éducation numérique, si ensemble, la main dans la main, tous les enfants de l'Occident et tous les enfants du Sud apprennent selon les mêmes méthodes, selon la même manière, c'est un monde meilleur qui va s'inventer. Je crois que c'est ça la vraie révolution de cette journée. Et je crois que cette solidarité pour le net, c'est aussi la solidarité par le net. Et que tous ensemble, ce que nous essayons de faire, et ce que chaque interlocuteur ici a essayé de faire, c'est de faire que l'ordinateur devienne un ordinateur. Nous nous engageons à soutenir ces efforts
en fournissant les ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs, notamment à travers les programmes d'éducation numérique, de télémédecine et de recyclage informatique. Nous appelons fermement toutes les entités publiques ou privées concernées à adhérer à cette initiative et à apporter leur contribution au développement de ces activités. Nous appelons également les États, les entités publiques et privées, les collectivités locales à appliquer le principe d'1% de la solidarité numérique. Nous prions enfin le maire de Lyon et le président de la région Rhône-Alpes de transmettre cette déclaration respectivement au président des cités et gouvernements locaux unis, CGLU, et au président du Forum of Global Associations of Regions, FOGA, en engageant les membres de ces deux organisations à adhérer à cette initiative. Je crois que nous devons, au travers d'un Internet qui est piloté, poussé, développé par les usages, investir sur les hommes et sur les femmes. C'est-à-dire ce que l'on crée, ce que l'on peut produire au travers de l'éducation, mais aussi au travers de la créativité, au travers de la création culturelle, au travers de la technologie et de son évolution, au travers de la science, au travers aussi de la solidarité qui comporte une dimension de l'innovation, eh bien, faire prospérer cette humanité de l'humain, cela veut dire qu'en coopération ou en développement, l'un vaut l'autre. Les pays du Sud peuvent se trouver au Nord et pourquoi pas un peu les pays du Nord davantage au Sud, comme le disait le président Wade. Je crois donc qu'un Internet à la fois solidaire, réciproque, interdépendant, mais qui permet d'aller plus vite dans les financements, dans les infrastructures et dans les moyens, y compris de compétences et d'éducation, c'est certainement ce qui est aujourd'hui le plus urgent. Je l'ai bien compris, je relayerai ce message et je le ferai avec tous mes collègues, prospérer au Parlement européen, avec l'appui de la présidence française et avec, je l'espère, une Commission européenne davantage motivée. Nous pourrons le réussir ensemble. D'abord, je tiens à dire que si je suis là ce soir, c'est vraiment par ma propre volonté. J'ai voulu, avec cette grande idée, marquer mon adhésion autour de cette grande idée parce que, comme je l'ai dit tantôt, la solidarité numérique, ce sont les nouvelles technologies. Et à partir du moment où les nouvelles technologies ne sont pas à la portée de tout le monde, il y a des équilibres. Et il faut absolument, rapidement, pour que ce gap qui existe soit vraiment réglé, pour que les gens aient les mêmes possibilités de pouvoir s'exprimer à travers les nouvelles technologies, à aussi connaître, ne pas avoir peur de l'ordinateur, de connaître ça, de reconnaître que c'est un instrument aujourd'hui qui aide beaucoup à l'amélioration des conditions d'éducation et autres.